Plongez dans le milieu du bois et des forêts avec le podcast Au cœur des forêts du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. La Forêt d'Orient et le Parc naturel régional du même nom sont un paradis de nature. La faune et la flore y sont riches et diversifiées. On y recense aussi les champignons, près de 400 espèces différentes. C'est de tout ce petit monde dont je vais vous parler en compagnie des naturalistes interviewés. Une forêt sans animaux ne serait pas une forêt. Hormis les trois plus grosses espèces que sont le cerf, le sanglier, le chevreuil, on a bien sûr le renard. Et puis ensuite, on a la famille des mustélidés, donc le blaireau, la martre surtout. Stéphane Gaillard, je suis garde de la réserve naturelle nationale de la Forêt d'Orient, où j'ai 3 missions principales: la surveillance du site, les inventaires scientifiques de la réserve et l'entretien, on va dire, du site. Depuis quelques temps, on a également du raton laveur, qui nous vient de la Marne, des départements voisins. J'ai oublié mon mammifère préféré qui est le chat sylvestre. On est une des régions où le chat sauvage est le plus présent, dans le grand quart nord-est de la France. La particularité de la Forêt d'Orient, c'est qu'il y a pas mal de zones humides autour. Donc pas seulement les lacs, mais également beaucoup d'étangs, qui datent des fois des Templiers, donc qui sont là depuis très longtemps. Quand on sait que les zones humides et la forêt sont quand même des milieux très riches en biodiversité, mais quand vous avez les deux qui sont réunis, ça donne la richesse de cette forêt-là. Ce qui fait aussi la richesse de la Forêt d'Orient, c'est que c'est une forêt qui est assez tranquille. Il n'y a pas trop d'activité humaine non plus, qui est plutôt grande. Les animaux peuvent y trouver refuge. Les peuplements forestiers sont assez divers. La Forêt d'Orient est aussi un havre de paix pour oiseaux. Il faut dire qu'elle est royalement située. Elle se trouve en plein axe de migration principale entre les pays de l'Europe de l'Est, du Sud, du Centre et de l'Afrique. Autant dire qu'avec ses points d'observation disséminés ici et là autour des lacs, des digues et des presqu'îles, la forêt de plaine qu'est la Forêt d'Orient constitue un spot idéal pour qui aime contempler les oiseaux. Chaque saison y est un spectacle. On dit souvent les forêts de plaine, c'est les forêts où il y a le plus de biodiversité, parce qu'il n'y a pas trop d'altitude, donc plus vous montez en altitude ailleurs en France, moins il y a d'espèces. En forêt de plaine, il y a aussi des zones humides, il y a des effets de lisière, ce qui font qu'il y a plusieurs milieux qui se côtoient, et du coup vous avez toutes ces espèces qui se retrouvent au même endroit. Dans toutes les forêts de plaine, c'est un biotope qui est très riche en avifaune. On va y trouver en Forêt d'Orient, par exemple les pics, la famille des pics. On en a 6. Le pic noir, le pic cendré, le pic vert, le pic épêche, le pic mare et le pic épêchette. Est-ce qu'il y a plus d'espèces qui installent leur nid en Forêt d'Orient via le phénomène de nidification ou plus d'espèces migratrices ? On a des espèces qui vont nicher dans la forêt, d'autres qui sont seulement migratrices et qui profitent aussi de ces grandes futaies pour y passer la nuit. Je pense tout de suite, bien sûr, à la cigogne noire, qui est un peu notre mascotte en Forêt d'Orient, qui fait un peu le lien entre la forêt et l'eau, puisqu'elle va aller pêcher sur les lacs et ensuite passer la nuit sur les grands arbres en Forêt d'Orient. Vous avez plusieurs familles, on va dire, d'oiseaux forestiers. Vous avez les oiseaux sédentaires. Donc les oiseaux sédentaires, c'est des oiseaux que vous allez voir toute l'année. C'est des oiseaux qui vont, par exemple, changer de régime alimentaire en fonction des ressources. Je pense, par exemple, aux mésanges. Il y a plusieurs espèces de mésanges qui vont, à la belle saison, plutôt se nourrir de chenilles, par exemple, riches en protéines. C'est d'ailleurs avec ça qu'elles nourrissent les jeunes. L'hiver, quand il n'y a plus d'insectes, quand il n'y a plus de chenilles, elles vont s'adapter et manger plutôt des graines. Vous avez d'autres espèces qui, elles, sont strictement insectivores, ne se nourrissent que d'insectes. En forêt, c'est pareil. Il y a, par exemple, les pouillots. Les pouillots sont des oiseaux forestiers qui sont obligés de migrer vers le sud l'hiver parce qu'ils ne trouvent plus d'insectes dans la forêt.
Vous avez au contraire des oiseaux qui sont absents pendant la saison de nidification et qui, eux, vont plutôt venir passer l'hiver, tout l'hiver chez nous. Je pense par exemple au tarin ou le pinson du Nord, qui sont deux espèces qui sont absentes l'été, mais qui vont descendre plus au sud, donc qui nous viennent des pays nordiques, et qui vont passer l'hiver chez nous et qui vont se nourrir également de graines. Tout dépend de l'espèce. Il y a des nids, par exemple les nids de rapaces, qu'on appelle les airs de rapaces, qui sont assez faciles à détecter l'hiver, on les voit bien. Donc il y a des gros nids. Par contre, les nids des petits passereaux passent inaperçus. Les nids de roitelets, vous les trouvez pas, surtout que c'est souvent dans les hautes frondaisons, tout en haut des arbres, donc pas facile à voir. Chaque espèce a son nid particulier, son propre nid. Que serait une forêt sans son couvert végétal ? Les sols riches et humides qu'abrite la forêt d'Orient lui confèrent une grande diversité de plantes, de mousses et de lichens, mais également de champignons. On est passé à un peu plus de 1000 espèces de champignons dans cette forêt. Je m'appelle Dominique Cosnier, je suis en retraite maintenant depuis une paire d'années et j'étais employé dans une école d'agriculture de l'Aube à Sainte-Maure. Une de mes passions, parce que j'en ai de multiples, la mycologie. Ça fait environ 25-30 ans que je regarde, je lis beaucoup, je me documente énormément pour connaître les différentes sortes, variétés, ordres de champignons. Majoritairement, il y en a très peu de mortels, mais il y en a aussi qu'un petit nombre qui sont vraiment gustatives. On peut citer par exemple les 4 gros cèpes, le cèpe de Bordeaux, le cèpe d'été, le cèpe des pins et le cèpe bronzé. Ensuite, on a une belle cohorte de bolets qui sont d'un peu moins bonne qualité, mais ils sont tous comestibles. Donc là, lorsqu'on sait reconnaître les bolets, il n'y a aucun danger et ça correspond très bien pour faire un très bon velouté de champignons. On trouve aussi des girolles, des morilles, des coulmelles, des russules et des tripes de chêne, très appréciées des hauts-bois. Mais la forêt d'Orient cache également des trésors de champignons, comme le Psilocybe squamosum, et des mortels, comme l'amanite phalloïde. La richesse du en champignons dépend à la fois du sol, des espèces végétales qui se développent en relation avec le sol. Vous n'aurez pas les mêmes espèces végétales sur un sol argileux ou argilo-limoneux que sur un sol calcaire. Ce sont des espèces qui sont différentes. Ensuite, il y a un facteur très important aussi, c'est l'hygrométrie. Cette hygrométrie, depuis pas mal d'années, l'été est très sec. Trop sec et la pousse de champignons est plus ou moins tardive en fonction de l'arrivée des pluies. Le champignon a 3 modes pour se nourrir. Soit c'est un champignon qu'on appelle saprotrophe, c'est-à-dire qu'il va se nourrir à partir de la matière organique qu'il va décomposer. Soit il est parasite, alors là c'est un effet néfaste sur son hôte, il parasite un arbre par exemple, et il a un effet néfaste parce qu'il lui prend sa nourriture mais il lui donne rien en échange. Et ensuite on a les champignons symbiotiques, c'est une association entre le champignon et puis l'arbre. On parle alors de symbiose. La symbiose est en fait une association bénéfique, un partage en somme, entre ici en forêt d'Orient, les arbres, l'herbe et les champignons. On peut dire que c'est grâce à la présence des champignons que les sols de la forêt d'Orient sont si résilients et si fertiles. Si les champignons n'existaient pas, il n'y aurait pas cette symbiose. Les arbres seraient moins vigoureux, moins développés, produiraient donc moins de feuilles, en finale moins de litière végétale et donc moins d'humus, ce qui entraîne moins d'aliments. La forêt d'Orient est située au cœur d'une mosaïque de milieux. Elle est entourée de plans d'eau, de mares, de prairies naturelles, de forêts humides, ce qui impose une gestion complexe de tous ces territoires. Il y a une politique qui se met en place tout doucement, puisqu'il y a une charte forestière qui vient d'être signée et validée, donc ça va être un élément qui va permettre d'orienter vers la conservation. Bruno Fauvel, président du conseil scientifique du parc naturel régional de la forêt d'Orient. Un parc naturel est un système de protection au sens très large. En fait, on ne protège pas grand-chose, si ce n'est simplement qu'on indique simplement dans cet endroit qu'il y a des espèces, des habitats à protéger, intéressants. Ensuite, il y a des protections qui sont plus du type réglementaire, cette fois-ci, auxquelles sont adossées des exigences. Et donc là, il y a l'arrêté de protection de biotope qui peut être mis en place, il y a la réserve naturelle,
qui peut être mise en place, et comme il y en a une en forêt d'Orient, donc c'est un élément qui permet d'être un peu plus exigeant dans la conservation. Et puis il y a aussi des actions qui ne sont pas encore tellement reconnues au titre de la protection, mais par exemple, on est ici dans la forêt du Conservatoire du Littoral, le propriétaire s'engage à faire de la conversion. Donc il a acheté le terrain pour en faire de la conversion, tout en ayant un regard sur l'économie. Bien souvent, les forestiers peuvent avoir une réaction de résistance quand on leur présente un système de protection quel qu'il soit. Et puis en fait, quand on leur explique ce que l'on veut protéger, comment on veut le protéger, ils s'aperçoivent vite qu'il suffit simplement de changer un peu leurs habitudes et la gestion de la forêt continue. Comment le parc tente de concilier ses ambitions de conservation avec les autres fonctions de la forêt que sont la production de bois et l'accueil du public ? Je prends l'exemple des ornières créées par les engins forestiers qui deviennent de réels habitats pour le sonneur à ventre jaune. Le sonneur est une espèce emblématique parce que c'est une espèce qui a été méconnue du public et des décideurs. Donc souvent, c'est intéressant d'avoir ce petit crapaud. Il est très joli en plus. Après, c'est ce que l'on imagine. C'est-à-dire, on imagine qu'il faut créer des ornières pour protéger le sonneur. Il faudrait simplement faire un retour en arrière de 2000 ans. Le sonneur était là et il n'y avait pas d'ornière. Donc comment faisait-il pour vivre en forêt ? Eh bien, il vivait simplement parce qu'il y avait des grands arbres qui tombaient de temps en temps, qui créaient dans le trou provoqué par la souche. Il y avait une petite mare d'eau qui se mettait là, temporairement, qui restait pendant 2-3 ans relativement propre. Il utilisait cette mare-là, et puis ensuite, elle se verdissait par la végétation. Dans ce cas-là, les autres amphibiens arrivaient, et on retrouve le système aujourd'hui. Et on imagine que l'ornière est le lieu de vie du sonneur. Ce n'est simplement qu'un lieu de refuge, mais très dangereux pour lui, parce que si on repasse dans l'ornière pendant que les pontes sont présentes, automatiquement on détruit tout. Il est clair que les grands animaux ont en général des rayons d'action relativement importants, comme les cerfs, les chevreuils, les sangliers, etc. Mais le chat forestier aussi a besoin de se déplacer sur de grandes distances. Et ce sont des animaux terrestres, donc ça veut dire que toute interruption de circulation terrestre va les perturber. Quand on parle des oiseaux, les oiseaux se fichent un petit peu du système, parce que de toute façon, ils peuvent se déplacer sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Simplement, ce qu'il faut, c'est qu'ils retrouvent exactement leur milieu de vie au bon endroit, au moment donné. C'est-à-dire, s'ils se déplacent de 100 km et qu'ils trouvent un milieu de vie idéal pour eux, ils vont se réimplanter là. Pour les insectes, c'est plus complexe, parce qu'il y a des insectes qui sont terrestres, qui marchent, qui ne volent pas. Et donc, ceux-là, automatiquement, ils vont se déplacer sur 40-50 mètres. Et là, les ornières peuvent être un facteur limitant. C'est une barrière pour eux. Ils vont tomber dans l'eau, ils vont se noyer. Si vous plantez des résineux à la place d'une parcelle feuillue, dans un endroit où il y a des insectes qui ne peuvent pas se automatiquement, ça va faire une interruption dans le système. Ils ne peuvent pas changer de milieu, ils ne pourront pas se nourrir. Les forêts du parc se caractérisent par ces sols humides et tout ce qu'ils concentrent en matière de biodiversité. Il y a longtemps, la mer envahissait ce territoire. Il en est resté un sous-sol argileux. La présence de l'eau a inévitablement façonné les sols de la forêt d'Orient et de ses alentours. C'est ainsi que les sols du parc et des forêts de Champagne humides alternent entre prairies humides, forêts alluviales et sur argile ou encore zones marécageuses. Ils sont le lieu de nombreux habitats et de dendromicro-habitats, à l'instar des herbiers, des roselières, des mares forestières et prairiales ou tout autre recoin dans les arbres. Ces lieux de vie sont des corridors écologiques qui accueillent bon nombre d'amphibiens, parmi lesquels des crapauds, des grenouilles, des tritons, des salamandres tachetées. Un dendromicro-habitat, c'est un habitat, donc le lieu de vie d'une ou de plusieurs espèces, typiquement lié à l'arbre, d'où le mot dendro. Au sein d'un arbre, on va retrouver ainsi une quantité de loges, de cages, de trous, de blessures qui vont être des lieux de vie pour une multitude d'espèces. Globalement, on identifie 7 grands types de micro-habitats qui vont de la cavité, plus ou moins naturelle, jusqu'au sointement d'un arbre. Vous avez par exemple des écoulements de sève sur les résineux, qui eux aussi sont des lieux de vie pour certaines espèces. Alors quand on parle de lieu de vie, c'est pas forcément la vie complète de l'animal considéré, ça peut être juste une partie de sa vie, ça peut être soit l'éclosion ou la croissance des larves et des œufs, le lieu de reproduction ou de mise bas pour des mammifères ou pour des oiseaux, le lieu de développement du champignon, d'un coléoptère, le lieu de nourrissage d'un papillon. C'est surtout les vieux arbres qui vont être les plus propices à cette diversité de vie, à cette diversité d'habitats. Les habitats les plus communs qu'on va retrouver, ce sont les habitats qui sont créés par la nature, et par les oiseaux en particulier. Des loges de pic, vous entendez au-dessus de nous justement un pic, ça tombe bien. Quand un pic fait son nid, il creuse un trou dans l'arbre, il va l'occuper pendant une saison, c'est déjà son habitat à lui, un dendro-habitat. Et puis, à la fin de l'été, une fois que les jeunes auront quitté le nid, il va l'abandonner. Au fond du nid, on va retrouver un certain nombre de fientes, un nid plus ou moins acide,
orienté selon les vents, selon le sens de la pluie dans nos massifs. Et puis ce nid va évoluer. Et donc pendant un temps, il va héberger certaines espèces un peu cavernicoles, peut-être des chauves-souris ou d'autres oiseaux. Une mésange peut très bien venir faire son nid dans une loge de pique. Et puis progressivement, il va peut-être se combler. Des insectes vont venir l'utiliser. Ou au contraire, la blessure va prendre un peu plus au niveau de l'arbre. On va avoir du bois qui va pourrir à l'intérieur et qui va, lui, à son tour, être colonisé par d'autres espèces. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple illustré sur les espèces de chauves-souris typiques de la forêt d'Orient ? Dans la forêt, on a pratiquement toutes les chauves-souris qui viennent se nourrir, y compris celles qui ne gîtent pas dans les arbres. Après, il y a des espèces de milieux ouverts, qui peuvent venir parfois se nourrir en forêt. Leur colonie peut être à 20 km de là et elles viennent chercher la nourriture en forêt. Sur les espèces de chauves-souris qui sont vraiment très spécialisées, et notamment au chêne, on a ce qu'on appelle le murin de Bechstein. C'est une petite chauve-souris avec des grandes oreilles qui se nourrit dans un rayon de 500 à 600 mètres autour de sa colonie. Elle ne va pas plus loin. C'est-à-dire que toute intervention peut être dommageable au fonctionnement de la population. Vous avez le murin d'Alcatoé, qui est une petite espèce qui fait 5 grammes et qui vit, elle, dans les branches cassées. Elle mange plutôt du diptère, donc du petit moucheron, alors que la première mangeait plutôt du type papillon. Et puis vous avez les barbastelles d'Europe, qui elles vont plutôt être derrière les écorces décollées, et elles se nourrissent pratiquement que de papillons. Et la forêt est un réservoir de papillons. Mais on a aussi une espèce qui est spécialisée dans la forêt ici, et d'ailleurs on connaît quelques colonies, c'est le murin de Brandt, qui est une espèce relativement rare, dans laquelle on ne connaissait même pas son existence il y a 10 ans dans la forêt d'Orient. Et on a le murin de Natterer, qui lui se nourrit en quantité d'araignées, et il va chercher les araignées posées sur le feuillage. Un arbre vivant comporte aussi un certain nombre de micro-habitats. Si l'arbre a une petite blessure, s'il développe un chancre ou des balais de sorcière par exemple, ce sont ces bouquets de branches très denses qui sont un petit peu des anomalies par rapport à une branche normale, on va retrouver vraiment des espèces très spécialisées là aussi, ou parfois même assez généralistes. Finalement, dans un balai de sorcière, on peut très bien avoir une mésange qui vient construire son nid. Pour elle, c'est son habitat. Donc là encore, on va pouvoir parler de dendro-micro-habitat. Les vertébrés, en particulier les oiseaux, ceux-là sont globalement assez généralistes dans le choix des essences. Ils ne vont pas être très très spécifiques, même si on sent toujours une certaine préférence. Typiquement, le pic noir va privilégier plutôt des gros hêtres. La mésange boréale va plutôt être sur des boisements de résineux. Les vertébrés restent globalement assez généralistes. Quand on descend un petit peu sur les insectes, là on va déjà retrouver des espèces beaucoup plus spécialisées. Quelques-unes sont assez généralistes et vont s'adapter au bois mort, quelle qu'en soit l'essence. De même que des papillons vont être spécifiquement inféodés à certaines fleurs. On va retrouver des coléoptères qui ne vivent que dans les chênes ou que dans le bouleau pourrissant par exemple. Les vertébrés et donc les oiseaux sont tout à fait capables d'aménager leur habitat dans la structure haute qu'est l'arbre. Ça peut être l'oiseau qui construit son nid, le pic qui creuse sa cavité, un écureuil qui va garnir une loge pour y aménager son nid, parfois un scarabée qui peut être capable de ramener des feuilles mortes ou autres pour aménager son site. Tout ce qui est insecte va vraiment creuser et s'installer directement dans l'arbre ou dans le bois mort. À partir du moment où il creuse sa galerie, l'insecte peut être considéré comme aménageant du site, et dans ce cas-là, effectivement, ça va être la plupart des insectes qui vont faire ça. Peu vont apporter en plus de la matière extérieure. Par contre, ils vont s'adapter complètement à ce qu'ils trouvent sur place. Maintenant que nous vous avons parlé d'une partie de la biodiversité des forêts du parc, nous allons donner place à la diversité des espèces forestières qui interagissent avec toutes ces espèces. Ces bois sont aussi riches que sa faune et sa flore. Là encore, c'est grâce à la diversité de ces sols que les forêts du parc doivent une si grande variété d'arbres. Pour les découvrir, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter Au cœur des forêts, un podcast du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, produit en partenariat avec la région Grand Est.